C'est important pour moi que chaque personnage, à la fin d'un roman, ne soit plus le même et qu'il ait quelque part, désolé pour la comparaison, fait une évolution de Pokémon. Bienvenue au Café des auteurs, le podcast pour les auteurs en herbe perdus dans la jungle des conseils contradictoires. Je m'appelle Ingrid Lemaire, je suis auteure, diplômée en écriture créative et coach sur j'écrisunroman.eu. Ma mission avec ce podcast est de te détendre, de t'inspirer et surtout de te guider pour que tu puisses écrire le livre de tes rêves et le publier grâce à des conseils concrets et bienveillants et des interventions d'auteurs inspirants. Prépare ta boisson chaude favorite, c'est l'heure de souffler un peu. Hello collègues écrivains, dans cet épisode je reçois Célia Flo, autrice jeunesse et jeune adulte d'imaginaire dans des univers très divers et variés, mais avec comme particularité des personnages adolescents, crédibles et intéressants. Et c'est ce dont nous allons parler dans cet épisode, comment elle les crée, comment elle se met dans leur peau et comment elle les fait évoluer. Nous parlerons également de sa préparation, de sa façon d'écrire qui est assez originale et de sa confiance en soi en tant qu'autrice. Je te laisse avec l'épisode, bonne écoute. Et on est avec Célia Flo. Hello Célia et bienvenue au Café des auteurs. Merci. Alors, est-ce que tu pourrais tout d'abord nous dire quelques mots sur tes livres et ce que tu écris ? Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis une autrice qui écrit principalement des histoires qui se passent dans des univers imaginaires. Et que ce soit de la fantaisie ou de la dystopie, ce que j'aime écrire, c'est des histoires où les personnages se débattent dans une société qui est très rigide et souvent qui essaye de les mettre dans des cases qui ne leur plaisent pas du tout. Et j'aime quand les personnages sont amenés à affronter leurs propres peurs, leurs propres faiblesses pour essayer de trouver qui ils sont et leur place dans le monde. C'est vrai que ça me permet de proposer au lecteur un moment d'évasion, mais aussi une histoire qui lui permettra, j'espère, de mieux se connaître lui-même en refermant le roman. Voilà. Et clairement, c'est vrai que je trouve que cette description marche plutôt bien pour la plupart de tes livres. Merci. À propos, justement, comment se sont passés tes débuts d'autrice ? Est-ce que tu avais déjà cette vision-là de l'écriture, peut-être ? Alors, moi, quand j'ai commencé à écrire, j'avais 15 ans et ça a été du jour au lendemain, puisque c'était la nuit de Noël, j'ai fait un super beau rêve et je me suis dit, il faut que j'écrive cette histoire. Et j'ai commencé à écrire comme ça, sans trop réfléchir sur ce que je voulais faire. Et c'est seulement 15 ans plus tard, lorsque j'ai eu 30 ans, où j'ai vraiment appris les techniques d'écriture, comment créer un univers, des personnages, où j'ai travaillé avec des bêta-lecteurs pour atteindre un niveau d'écriture qui permettait d'être publié en fait. Donc, j'ai commencé à publier des nouvelles dans des fanzines, après j'ai publié des nouvelles dans des anthologies avant de passer vraiment à mon objectif qui était la publication d'un roman. Donc pour ça, 2015 a été une année super importante puisque c'est à la fois l'année où j'ai publié Isetan, mon premier roman chez Voyelle, et en même temps l'année où j'ai signé un contrat avec mon agente, Roxane Edouard, qui est une agente littéraire chez Curtis Brown. Et voilà, maintenant, j'ai publié d'autres romans. J'ai publié Le Cirque Interdit chez Scrinéo, puis Anergique chez ActuSF. Et ma dernière publication, c'est La Voix du Kirin, le premier tome de la trilogie Porcelam chez Bayard. Voilà. Et des romans qui se déroulent tous dans des univers très, très différents. Oui, c'est vrai. Effectivement, qui collent à chaque fois avec ta description d'une société assez rigide, je trouve. À ce propos, les personnages dont tu parlais, qui se débattent un peu avec cette société-là, sont souvent des adolescents ou des jeunes adultes. Est-ce que c'est un choix de ta part ou est-ce que c'est un peu le hasard qui fait qu'à chaque fois, c'est ton genre de héros ? Au début, ce n'était pas conscient, mais j'ai réalisé qu'en fait, j'écrivais pour celle qui a commencé à écrire à 15 ans, parce qu'à cet âge-là, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de très bons livres qui me plaisaient beaucoup, mais aucun n'était tout à fait écrit pour moi. Et finalement, je me suis dit, Célia, si tu veux un livre écrit pour toi, écris-le toi-même. Et depuis,
j'essaye d'écrire ce livre parfait pour celle que j'étais à cet âge-là. Et donc, c'est assez naturel que ces romans-là touchent une cible de lecteurs, principalement qui avait mon âge. Et pour écrire des personnages adolescents, quand on est maintenant une adulte depuis quelques années, on va dire, est-ce que c'est toujours quelque chose d'assez facile pour toi? Pour moi, c'est pas très difficile parce que pour moi, ce qui fait l'adolescent, le jeune adulte, c'est un mélange de doute et de certitude sur qui on est, où on va, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va construire son avenir, et de doute aussi, ou de certitude d'ailleurs, sur les valeurs morales auxquelles on est attaché, que ce soit la famille, faire le bien, aider les autres ou pas. Et du coup, je pense que c'est intéressant de remettre en question les certitudes que j'avais pu avoir et que peut-être d'autres personnes ont à cet âge-là. Et en même temps, c'est intéressant de voir comment des doutes, à force d'être questionnés, peuvent amener à prendre plus d'assurance. Donc pour moi, c'est toute cette transformation en fait du doute vers l'assurance et de la certitude vers l'incertitude qui forme l'adolescent. Et je me sens pas très loin de tous ces questionnements, même aujourd'hui. Et tu as reçu du coup des avis d'adolescents qui ont lu tes romans? Oui, notamment lorsque j'ai été aux Imaginales cette année, j'avais participé au prix Imaginal des lycéens. Et il y a beaucoup de lycéens qui sont venus me voir en parlant d'Anergique et de toutes les questions que ça avait pu susciter en eux sur la reproduction du niveau social, sur les choix qu'on peut avoir, toute la question du genre et des stéréotypes de genre. Donc, ça m'a beaucoup touchée en fait de voir que ces questions-là les avaient amenés à réfléchir et les avaient touchés eux aussi. C'est assez drôle parce que finalement, c'est pas forcément, je pense, effectivement, quand on crée un personnage, on va avoir tendance, je pense, à l'aborder un peu en disant, bon, c'est un adolescent, à quoi il pense, quels sont ses loisirs, quelle est sa façon d'être, etc. Mais en réalité, toi, tu nous proposes toute une panoplie de personnages. Finalement, ce point commun, hein, d'être dans l'incertitude et dans une société un peu trop rigide pour eux. Et ça suffit, je trouve, aborder les personnages et en faire une grande diversité, quoi. Il n'y a pas forcément besoin d'étudier en long et en large en travers la personnalité des adolescents pour écrire un personnage crédible, quoi. J'essaie vraiment de partir du désir du personnage, de ses questions, de ses faiblesses, des épreuves qui vont justement aller titiller ses faiblesses et le pousser à réagir pour construire le fond de la personnalité de mes personnages. Pour moi, le loisir est plus une expression de ce fond-là qu'un point de départ. C'est pareil pour tout ce qui peut les caractériser de l'extérieur, que ce soit leur goût, leur façon de parler. Ça va dépendre de leur univers, bien sûr, mais ça va aussi à chaque fois être un reflet de leur personnalité profonde, faite de valeurs morales, de faiblesses, de doutes. Voilà. Et pour incarner un peu ces personnages qui, par contre, se promènent dans des univers très loin du nôtre, comment tu fais? J'écris. Comme je suis assez jardinière, je parle jamais de fiches personnages, je déteste ça. Donc en fait, je les mets en scène, soit en y réfléchissant et en rêvassant, soit simplement en écrivant des scènes dans lesquelles je vais essayer de chercher quel va être leur comportement, quelle va être leur attitude, comment leur personnalité va s'exprimer, comment ils vont se confronter au monde, à cette société dans laquelle ils se sentent mal, aux personnes qui les entourent. Et plus j'écris, plus j'essaye de les décrire physiquement, moralement, et plus le personnage va naître et prendre de la richesse. Et c'est comme ça que petit à petit, je vais découvrir ces différentes facettes, voilà, que ce soit ce qu'il veut devenir, son métier, ses goûts, sa famille, etc. Quand j'accompagne des auteurs, je leur dis que écrire avec justement ce fameux personnage, c'est un petit peu comme vivre en coloc avec lui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ma métaphore, ça permet de faire leur Oui, connaissance bien plus que justement de rester un peu statique et de remplir des fiches personnages. oui,
personnellement, je ne saurais pas faire une fiche personnage avant. Je peux faire une fiche personnage après la coloc en disant mais oui, c'est quelqu'un qui cuisine super mal, c'était affreux d'abord, il fait jamais le ménage, bon d'accord, il a des côtés sympas, il aime faire la fête, mais vraiment, enfin bon, il a passé son temps à se disputer avec sa mère. C'est ça. Et c'est vrai que pour ce point de vue-là, alors on ne dit pas que ça convient à personne de faire des fiches personnages, c'est à chacun de voir ce qui lui Bien convient sûr. le mieux. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que toi, donc on a parlé du mot jardinier, ça veut dire que globalement, tu n'as pas forcément besoin d'écrire le synopsis de ton histoire et 50 fiches personnages avant de te lancer dans l'écriture. Est-ce que du coup, tu as un point de départ un peu fréquent, peut-être, qui te vient en tête pour chaque roman, ou est-ce que chaque roman est une aventure différente? Alors, mon point de départ, c'est souvent 2 personnages et un univers. Voilà. Quand j'ai 2 personnages qui peuvent être 2 antagonistes ou 2 personnages qui vont se rencontrer et qui vont s'apprécier et que ça se passe dans un univers, je peux partir. Mais souvent, ce qui est amusant, c'est que j'ai aussi besoin d'une validation extérieure. C'est-à-dire que pour le tome 2 de Porcelam, comme au début, c'était pas censé être une trilogie, il y a un moment où j'ai parlé à mon ami Axel Collot et je lui ai dit cette histoire, je ne sais pas si je vais l'écrire. Voilà, ça parle de ça, c'est Aiko, mon héroïne, il lui arrive ceci, il lui arrive cela, tu comprends, machin, l'univers, bidule, le clan Phénix, truc, bidule. Puis à la fin, elle m'a dit, mais enfin, Célia, écris-le ce roman, tu vois bien que tu as tout. Et je l'ai écrit. Et il vient de m'arriver exactement la même chose là en mai dernier aux Imaginales avec une autre amie qui s'appelle Claire Garand, qui écrit également des super romans. Et c'était pareil, je lui ai dit, Néo Versailles, c'est compliqué, cette histoire, tu te rends compte, cet univers. Et puis mon héroïne, Emma, machin, il va lui arriver ci, il va lui arriver ça, ce sera un peu gothique, mais en même temps, ce sera complètement farfelu et brillant, comme la cour de Néo Versailles, gna. Et à la fin, elle m'a dit, mais enfin Célia, tu vois bien que tu as tout, écris-le. Et j'ai commencé à l'écrire. Donc c'est très étrange parce qu'il me faut en même temps deux personnages pivots, un univers et une validation extérieure d'une personne que j'apprécie beaucoup, en qui j'ai confiance et qui, quelque part, me donne la permission en me disant « Mais vas-y Célia, mais qu'est-ce que t'attends? Mais écris-le ce livre !» Voilà. Et je trouve ça génial parce que c'est vrai qu'on a encore un peu le mythe de l'écrivain seul dans sa caverne, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Il y a des communautés, même le réseau Instagram en soi peut faire office de communauté d'auteurs. Je connais qui s'entraident via les réseaux. Et c'est vrai que, en général, je dirais pour la plupart d'entre nous, ça fait toujours du bien justement d'échanger sur ces projets et de recevoir du soutien quand on a des gros doutes sur notre histoire, etc. Et je trouve que c'est beau que même toi qui est quand même publié dans des belles maisons d'édition, tu nous dises que ça peut encore arriver et que c'est pas grave et qu'au contraire, si on se connaît bien, ça peut nous aider à avancer, quoi. Alors vraiment, je pense que ça arrive à tous les auteurs et quel que soit leur parcours, quel que soit leur niveau. Et plus j'apprends à connaître d'autres auteurs autour de moi, et plus je suis surprise comme toi de voir des personnes qui ont je ne sais pas combien de prix, des tonnes de romans derrière eux et qui doutent encore. Et en même temps, c'est rassurant parce que je me dis, on est tous en train d'apprendre, on est tous en train de douter. Ce que je traverse ne signifie pas que je ne peux pas devenir un auteur. Au contraire, ça veut dire, ce doute, cette remise en question, que je peux devenir un auteur exactement comme tous les grands qui m'ont précédé. Ça fait partie du processus d'écriture, de perdre confiance. Et c'est normal d'avoir besoin de personnes bienveillantes autour de soi pour nous aider à garder cette confiance et à garder la persévérance. Et en même temps, parfois, ce sera nous, toi et moi, qui disons à d'autres personnes, garde confiance, ça va se faire, tu vas y arriver, peut-être que tu as besoin d'une pause, ou peut-être que tu as besoin d'en parler, on va trouver des solutions. Voilà, de rendre un peu ces encouragements que les autres ont besoin d'entendre. Et je pense que c'est une protection très importante dont on a tous besoin. Ouais, et puis je pense aussi que c'est bon signe aussi. Ça veut dire qu'on
qu'on n'est pas non plus trop confiant dans nos capacités. Et en général, comme tu le dis, c'est le cas de la plupart des auteurs. Et c'est signe, à mon avis, qu'on a encore des choses à apprendre, effectivement. Justement, je trouve ça intéressant parce qu'on parle de la confiance en soi quand on écrit, mais on pourrait aussi parler de la confiance en soi de personnages qui vont traverser tout l'univers et connaître des épreuves assez horribles. Vraiment, je trouve que les deux sont assez liés. Il faut trouver la confiance de les mener jusqu'au bout. Je l'ai réalisé, bien sûr, qu'après l'avoir écrit, parce que ça m'arrive très souvent que mon inconscient s'exprime dans mes écrits sans que je le réalise sur le coup et que ça arrive plus tard. Mais la voix de Lucérine, c'est la voix de l'écriture, en fait. Hein. Cette espèce de montagne vertigineuse qu'il faut grimper et où on a l'impression qu'on va se casser la figure à chaque instant. Il y a des moments où le paysage est magnifique et on se sent super bien. Et puis, il y a des moments où on se retrouve sur une espèce de falaise battue par les vents et où on se dit qu'on n'arrivera jamais au sommet. Plus on avance et plus le sommet semble se dérober. On rencontre des gens qui sont formidables et qui nous aident à grimper en nous tendant la main ou en nous assurant. Et on rencontre d'autres gens qui nous donnent des coups de pied pour nous faire tomber. Mais vraiment, ça me frappe a posteriori, en fait, voilà, cette similitude entre l'épreuve à la fois physique, morale, et que peut être une ascension et ce qu'on traverse lorsqu'on écrit un roman. Ouais. C'est clair. Et donc là, tu viens de nous parler, de nous décrire assez précisément, je trouve, le tome 1 de ta trilogie Porcelaine, le tome 1 qui s'appelle donc La Voix du Kirin. Et alors moi, j'ai cru comprendre qu'au début, il n'y avait pas vraiment de Kirin dans cette histoire. Est-ce que c'est vrai? C'est totalement vrai. J'étais partie sur le concept de porcelaine, c'est-à-dire des petites figurines dans une matière magique qui incarnent l'âme de la personne. Et donc, la personne naît avec et la porcelaine grandit avec cette personne en exprimant son état d'esprit. Donc, ça peut être de la joie, du chagrin. Elle exprime aussi ses passions, ses goûts. Donc, elle exprime si on est plutôt un lettré, si on est plutôt un guerrier, si on est plutôt une personne qui est attirée par la religion, etc. Donc, la porcelaine va vraiment exprimer tout ce qu'est la personne. Et lorsque la personne va très mal, donc là, la porcelaine va noircir, se fissurer, etc. Lorsque la personne décède, la porcelaine continue à exprimer son état d'esprit même après la mort, et donc elle permet de communiquer avec les porcelaines des personnes de sa famille même après leur décès. J'étais vraiment partie là-dessus et sur l'histoire d'une porcelaine qui va très très mal, et donc ce qui alerte à la fois l'empereur, puisque c'est la porcelaine de sa fille, et en même temps qui va bouleverser tout un empire. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore dans la caractérisation de l'univers avec 5 animaux sacrés, et notamment avec le Kirin. J'étais juste sur la montagne sacrée. Et puis, j'ai écrit une bonne moitié du roman, et le Kirin est arrivé. Et quand le Kirin est arrivé, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Et j'ai compris qu'en fait, c'était fondamental pour la caractérisation de mon univers, pour lui donner encore plus de richesse, pour aider à donner du caractère aux 5 clans. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement est apparu le fait que les clans étaient caractérisés par un animal sacré, par le caractère de cet animal sacré, par l'objet en porcelaine donné par cet animal sacré, et l'univers a pris une dimension supplémentaire, et j'ai compris que ce serait une trilogie. Voilà. Ça montre aussi que tout comme les personnages, on n'a pas besoin de connaître l'univers à 100% avant d'écrire une histoire qui se passe dedans, et qu'au contraire, ça peut être une porte d'entrée fabuleuse pour découvrir l'univers petit à petit. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'as vécu du coup, mais... Alors, personnellement, effectivement, quand je pars avec une porte sur un univers, mais quand j'ouvre la porte et que je mets à voyager dans cet univers, l'univers dévoile des facettes et une profondeur que je n'avais pas du tout imaginé avant de partir. Hein. Je suis de ces voyageurs qui prennent leur sac à dos et qui n'ont aucune réservation. Donc, la carte de l'univers se construit petit à petit, et j'ai de très belles surprises. Ça fait partie pour moi du plaisir de l'écriture. J'ai d'ailleurs une coachée qui m'a remerciée
de citer tes romans à toi, parce qu'elle était aussi plutôt du côté jardinier, donc à savoir vraiment très très peu de préparation. Mais en même temps, c'est vrai qu'on connaît plutôt la préparation nous, des auteurs type J.K. Rowling ou Tolkien qui avaient fait des tableaux et compagnie. Et elle était très contente de voir qu'on pouvait écrire de très bons livres en préparant pas trop comme toi. Peu importe la façon qui vous convient, tant qu'elle vous convient, tant que vous aimez travailler et que vous aimez écrire comme ça, ne forcez pas votre nature. Allez-y. Après, si vous avez un roman qui est un peu bancal par endroit, parce que vous l'avez moins préparé que d'autres, ce qui m'arrive très régulièrement, hein. Franchement, mes premiers jets sont des premiers jets, hein. C'est de la matière brute. C'est pas grave, les corrections sont faites pour retravailler ça, hein. En écriture, c'est pas comme lorsque on a de l'aquarelle, les différentes couches de correction ne se voient absolument pas. Donc, c'est pas grave s'il y a des choses qui arrivent comme le Kérine et que vous avez déjà écrit la moitié du roman. Ma foi, il suffit de le rajouter au début, hein. C'est clair. Voilà, donc à chacun de trouver la méthode qui lui plaît. Je pense qu'il n'y a pas fondamentalement de bonnes et de mauvaises méthodes, mais qu'il faut vraiment apprendre à se connaître. Et que ce besoin-là de préparation, pour moi, diffère en plus selon les projets. Il y a des projets qui vont être où on va avoir besoin de beaucoup de préparation. À ce propos-là, pour cela, mais quand même une trilogie. Donc, c'est quand même pas pareil de garder une continuité dans notre univers, mais aussi dans nos personnages tout au long d'une trilogie. Comment tu t'y es pris, toi, dans ce cas-là ? En fait, j'ai essayé de faire en sorte qu'il y ait à chaque fois un accomplissement et une transformation du personnage pendant l'histoire. C'est important pour moi que chaque personnage, à la fin d'un roman, ne soit plus le même et qu'il ait quelque part, désolée pour la comparaison, fait une évolution de Pokémon. Cette évolution n'est pas forcément positive, mais il y a une évolution du personnage et il a franchi un point qui fait qu'à la fin du roman, il n'est plus le même qu'au début. Mais effectivement, dans le cadre de la trilogie, j'ai des personnages qui font des évolutions de Pokémon, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs phases d'évolution. Voilà. Il y a plusieurs phases d'évolution et ça prend de l'ampleur au fur et à mesure des tomes. Et le personnage apprend au fur et à mesure des tomes à creuser encore plus en lui-même pour changer suite aux événements qui le bouleversent à des stades différents. Tu me disais que ce n'est pas forcément les mêmes héros, par contre, au fil des tomes. Tout à fait. Et pourquoi tu as choisi de construire l'histoire comme ça ? Parce que j'ai 5 clans et donc ça me paraissait intéressant de travailler sur des clans différents d'un tome à l'autre. Et aussi parce que j'ai plusieurs personnages intéressants, notamment, voilà, donc on a 3 amies, Tomoe, Aiko et Shizuka, et chacune d'entre elles avait vraiment son histoire, son caractère et son développement propre. Donc même si Tomoe a vraiment une évolution en spirale de plus en plus importante au fil des tomes, j'avais envie de montrer les points de vue de Aiko et Shizuka et leur propre évolution en lien avec leur clan, parce que Aiko vient du clan Phénix et Shizuka vient du clan Tortue. Et donc du coup, ça me permettait d'élargir les points de vue, les perspectives, la connaissance des clans, tout en offrant à Tomoe l'ampleur dont elle a besoin pour devenir la version ultime de Tomoe. Oui, qui est donc l'héroïne du tome 1 que j'ai dévoré et j'ai vraiment trouvé qu'il reposait d'ailleurs beaucoup sur elle finalement. C'est effectivement une rencontre entre plusieurs personnages puisque Tomoe est guide de la fameuse haute montagne et qu'elle a donc la mission de mener un groupe au sommet. Mais c'est vrai que finalement, c'est elle un peu le personnage fort de ce premier tome. Et pourtant, on a beaucoup d'autres personnages aussi qui font partie du groupe. Comment tu écris quand c'est comme ça, qu'on a un personnage un peu, j'ai l'impression, qui est peut-être celui que tu avais en tête au début et qui est celui que tu écris, et comment on trouve ses compagnons de voyage finalement?
Alors, pour moi, c'est important que ses compagnons de voyage viennent la questionner, viennent la mettre en question justement sur ses forces, c'est-à-dire qu'au moment où ça ne va pas, l'ascension est difficile, eh bien, ils vont montrer qu'elle est capable de les aider, de les mener à bon port, et en même temps sur ses faiblesses, c'est-à-dire qu'ils vont venir remettre en question des certitudes qu'elle a sur d'autres points, que ça peut être sa vision du combat et de la violence, ça peut être sa vision des porcelames, ça peut être sa vision de la politique et du rôle des différents dirigeants des 5 clans. Donc, les personnages qui sont autour d'elle vont montrer qu'on peut penser différemment et donc l'amener à s'interroger, et en même temps vont montrer ses forces, ses faiblesses tout au long de l'aventure. Voilà. Alors, effectivement, il y a un CV un peu pour, si on veut faire partie du groupe de Tomo et du groupe. On a parlé de Porcelam, on a un peu moins évoqué tes autres romans. Est-ce que finalement, dans par exemple Anergique, c'est aussi cette vision-là d'une Tomoe qui a une montagne à gravir? Dans Anergique, les personnages ont également une épreuve à affronter, mais c'est une épreuve qui est moins liée à une montagne à franchir qu'à lutter contre leur propre passé, en fait. Évidemment, le passé est toujours extrêmement important, mais Amiya, il a un traumatisme qu'il n'arrive pas à surmonter. Alors, peut-être qu'on peut dire que c'est sa montagne sacrée à lui, mais en tout cas, c'est vraiment une blessure physique et psychologique qu'il doit surmonter. Et au cours de l'histoire, Liliana doit elle aussi affronter sa blessure physique et psychologique. Donc, c'est vraiment plus un aspect chasse à la tueuse, poursuite, enquête qui est en jeu, ce qui n'est pas du tout le même ambiance selon moi que lorsqu'il s'agit d'affronter les éléments comme dans La Voix du Kirin. C'est vrai que par contre, c'est une ambiance totalement différente qui est en plus celle de l'Angleterre victorienne. Et pourquoi d'ailleurs cet univers-là? Parce que l'Angleterre victorienne était une société extrêmement rigide. Et c'est juste pour ça que tu l'as choisi. Au début, c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est-à-dire que c'est une société dans laquelle on était complètement défini par notre naissance en termes de classe sociale, en termes de genre et en termes de religion, etc. Et du coup, je voulais, avec cette société, totalement questionner les stéréotypes de classe sociale et de genre notamment, puisque dans Anergique, les gens sont définis moins par leur genre que par leur nature énergétique, et en transposant ces espèces de clichés et de stéréotypes sur un critère différent, je me suis vraiment amusée. Et ça donne clairement envie de le lire. Moi, il m'attend dans ma bibliothèque. Pour ce qui est de cet univers-là, justement, parce que tu partages sur ton compte Instagram, notamment les recherches que tu as faites pour Porcelam, ou en tout cas tes sources d'inspiration au sein de la culture japonaise. Est-ce que tu as aussi fait beaucoup de recherches, par exemple, pour écrire dans l'Angleterre victorienne, parce que c'est quand même des univers, on va dire, sur lesquels on a pas mal de documentation, on risque assez facilement de s'y perdre. Alors, j'ai fait des recherches, mais clairement, je ne suis pas du tout une spécialiste et je ne vise pas la réalité historique. Je vise une espèce d'ambiance, de crédibilité et de cohérence interne au roman. Mais clairement, une personne qui est spécialiste de l'Angleterre victorienne pourrait tout à fait montrer qu'il y a certainement des choses qui ne correspondaient pas à la réalité de cette époque. En même temps, c'est aussi un gros avantage des littératures de l'imaginaire, c'est qu'on peut jouer avec cette réalité des époques et s'en inspirer librement. Donc pour moi, effectivement, c'est une source d'inspiration, mais je ne vise pas du tout la réalité historique. Voilà. Je demande aussi ça parce que c'est une question qui revient souvent, qu'on pose, parce que quand on est un jeune auteur, on a très envie de faire plein de recherches, on a une forte tendance à utiliser les recherches comme moyen de procrastination aussi, et à en faire pendant des heures et des heures parce qu'on a un petit peu peur d'écrire. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, on n'a pas... L'idée, c'est de faire, c'est un peu comme les personnages, de faire ce dont on a besoin pour se sentir prêt à écrire finalement. Moi, j'ai envie de dire, écrivez.
Écrivez, même si c'est pas bon, c'est pas grave. Même si vous l'utilisez pas dans la version finale du roman, c'est pas grave. Ça vous aura permis de savoir ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas dans votre histoire. Ça vous aura toujours permis de mieux connaître vos personnages. Et même si vous écrivez juste pour écarter une possibilité ou une porte qui fonctionne pas, et ben au moins vous savez que ça fonctionne pas. Donc écrivez même sans vous mettre la pression, même si c'est juste 100 ou 200 mots, même si voilà, écrivez juste. Vous mettez pas la pression en vous disant que c'est pas bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, ça m'évoque une question parce que toi, tu as un métier à côté de l'écriture. Oui, tout à fait, oui. Comment tu cases ces fameuses sessions dans un emploi du temps que j'imagine déjà bien chargé? Eh ben, le premier truc, c'est effectivement de ne pas me mettre la pression en me disant il faut que j'écrive 1000 mots aujourd'hui et j'aurai jamais le temps d'écrire 1000 mots. C'est pas grave. En plus, j'écris très lentement. Donc, mon premier truc, c'est de me dire j'ai 10 minutes, j'ai un quart d'heure, j'ai mon ordinateur, ou alors j'ai même des fois, j'ai mon téléphone portable dans le bus. Oh, ben, je vais écrire quelques mots. J'écris quelques mots par-ci, quelques mots par-là. Et effectivement, je ne suis pas du tout une fusée en termes d'écriture. Je n'écris pas forcément beaucoup par jour, je n'écris pas très vite. Mais je garde le contact presque tous les jours avec mon texte. Et un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Ça prend forme. Et il y a des passages que j'écris que je garde, il y a des passages que j'écris que je ne garde pas. Mais en tout cas, petit à petit, j'approfondis ma connaissance des personnages et de l'univers en écrivant quelques mots par-ci, par-là. Des fois, je n'écris pas, mais j'y pense. Et le simple fait d'y penser, ça permet de réfléchir à ce que je veux faire ou pas. Donc, j'ai envie de dire de simplement garder le contact avec le texte, d'essayer d'écrire dès que vous pouvez quelques mots par-ci, par-là. Ça suffit. Et N'attendez pas d'avoir une plage de 2 heures si vous n'en avez jamais. Et peut-être que finalement, une plage de 2 ou 3 heures par semaine, c'est ce qui vous convient et c'est parfait. Mais peut-être que parfois, votre vie, comme la mienne, ne permet quasiment jamais d'avoir des plages de 2-3 heures. C'est pas grave, même si c'est que 2 phrases, et ben c'est toujours 2 phrases. puis à la fin, si on a écrit 2 phrases chaque jour pendant 365 jours, ça fait quand même un beau paquet de phrases. Et écoute, c'est amusant parce qu'il y a longtemps, j'étais en relation avec une personne qui me disait oui, si j'arrive à écrire 1500 mots par jour en juillet, on était peut-être en début d'année, genre en février-mars, j'aurais fini ce roman et tout ça. Mais voilà, il faut que j'écrive. Je lui dis, mais tu sais, c'est quand même beaucoup. Est-ce que tu vas y arriver? Est-ce que tu ne devrais pas écrire ce que tu peux quand tu peux, etc. Puis le temps a passé, en juillet, elle me dit j'ai rien écrit, j'ai jamais réussi à écrire 2500 ou 300 mots par jour, etc. Et je lui dis ben, c'est pas grave, peut-être que tu peux juste écrire ce que tu peux, et puis voilà, peut-être qu'à la fin de l'année, tu auras fini, même si c'est plus que. Ah, mais tu ne te rends pas compte, c'est hyper long, tout ça. Puis la fin de l'année est arrivée, et je lui dis alors, bah non, j'ai pas réussi à écrire tant de mots par jour, etc. Je lui dis mais tu n'avais pas besoin d'écrire tant de mots par jour. Tu te rends compte que si tu avais juste écrit, je ne sais pas, 100 ou 200 mots par jour, tu l'aurais fini maintenant ton roman. Elle a dit, mais oui, tu as raison en fait. Et du fait qu'elle voulait écrire beaucoup, elle n'écrivait pas du tout. Donc, c'est pour ça que ça me conforte dans l'idée qu'il ne faut pas se mettre la pression sur la quantité, mais plutôt jouer la régularité en essayant d'écrire régulièrement les quantités que vous pouvez. Voilà. C'est clair, et en coaching, ça a même un nom, ce que la personne-là faisait, c'est-à-dire qu'elle avait un peu le syndrome du perfectionniste qui n'écrit pas tant que tout n'est pas parfait et qui ne pouvait pas écrire ses 1666 mots par jour pour faire le fameux 8 mots et le gagner, etc. Et bah, du coup, il n'écrit pas du tout. Et du coup, ça n'avance pas. Et c'est vrai que c'est un obstacle aussi gros que celui d'avoir peur d'écrire, un petit peu de procrastiner ou quoi. Là, on met des barrières aussi. Alors, il y a des personnes à qui ça peut convenir, bien sûr. Mais souvent, c'est une excuse un peu de notre cerveau. Ah, mais je ne peux pas... écrire pendant une durée réglementaire de X heures, donc j'écris pas du tout, et du coup je fais rien. Oui, c'est sûr que pour écrire, il faut vaincre une résistance. Je pense qu'il y a certains auteurs qui l'ont vraiment bien théorisé. Moi, la résistance que je perçois, c'est souvent une résistance liée à ce sera pas assez bon. J'ai l'impression que je suis trop fatiguée, ou voilà, que donc ce sera pas bon. Et ce que je me dis, c'est que c'est pas grave si c'est pas bon, au moins je vais m'amuser. Et effectivement, mieux vaut quelques phrases mauvaises que rien du tout. C'est toujours une première base.
Je suis bien d'accord avec toi et je trouve aussi que justement, souvent, on va avoir tendance à se mettre des objectifs un peu inatteignables. Et ça aussi, c'est un peu... Enfin, ça marche pour les débutants, mais ça marche aussi pour les auteurs confirmés, je pense. Mais de base, on est fait pour ça, pour se mettre des objectifs un peu plus hauts, inatteignables, se mettre la pression, parce que parfois, sous pression, on réussit mieux. Mais souvent, ces objectifs-là ont un double tranchant et on va se dire, ah bah non, laisse tomber. Je suis pas, comme tu le dis, je suis trop fatiguée, alors ça sert à rien pour écrire telle super scène que j'avais compté écrire aujourd'hui. Par contre, on est assez en forme pour écrire un petit peu, comme tu le dis, quelques mots par-ci par-là. Et au final, avec quelques mots par-ci par-là, ça fait un roman et c'est tout à fait bien. Et à ce propos, je voulais te demander, du coup, tu dis que tu écris lentement. Combien de temps, par exemple, te prend l'écriture d'un premier jet en moyenne? Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, je travaille par phase, c'est-à-dire que j'écris jamais un premier jet d'un coup. Par exemple, tu vois, là, j'ai écrit... c'est risible, vous allez tous rire, mais c'est pas grave, je vous le dis quand même. J'ai écrit 20 000 signes de Néo Versailles. Je sais pas combien ça fait en mots, ça fait 3 000 mots, même pas 4 000. Ouh. Et j'ai écrit ça en quoi? En un mois, c'est rien du tout. Mais c'est pas grave parce que en même temps, je me suis formée et j'ai travaillé sur la correction d'autres projets. Et donc, c'est comme ça que je travaille par phase, c'est-à-dire que je vais corriger, par exemple, le premier jet du tome 3 de Porcelame, mais je sais qu'après, je vais me remettre un peu sur Néo Versailles, je vais peut-être écrire, je sais pas, je vais peut-être écrire 50 000 signes. Et après, eh bien, je vais me mettre sur un autre projet de BD, par exemple. Et puis, voilà. Et pourquoi je fais ça? C'est parce que déjà, ça me permet de garder la fraîcheur et l'enthousiasme. Et en plus, ça me permet de prendre du recul sans perdre de temps. C'est-à-dire que, par exemple, en ce moment, je suis en train de prendre du recul, on va dire, sur le tome 3 de Néo Versailles, dont j'ai juste écrit le premier jet. Mais au lieu de prendre du recul en faisant rien en rapport avec l'écriture, je prends du recul en écrivant le premier jet de Néo Versailles. Et puis après, je pourrais retravailler sur le projet de BD, par exemple, que je mène et que je pourrais corriger, parce que pendant tout ce temps-là, j'ai pris du recul sur ce projet de BD, et en même temps, j'ai pu l'envoyer à mon agente, qui va me faire un retour, etc. Donc, moi, ma façon de travailler, c'est de laisser reposer certains projets tout en travaillant sur d'autres. Alors, en tout, combien de temps il me faut pour écrire un premier jet? C'est souvent 1 an et demi, voire 2 ans. Mais je n'ai pas fait que ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Pendant ces 1 an et demi, 2 ans, j'ai aussi corrigé d'autres romans. Notamment, souvent, j'en corrige 2 ou 3 en même temps. Enfin, en même temps, sur la même période. Il y en a un, par exemple, dont je vais faire les corrections éditoriales et un dont je vais faire les corrections pour moi-même, toute seule, après le premier jet. Donc, c'est une façon de faire qui me convient. Et c'est pour ça que je sais que mes premiers jets qui me prennent énormément d'énergie, je suis un petit escargot, j'écris très lentement, et ben, je vais mettre le temps qu'il va falloir pour que ça mature, mais en même temps, il y a d'autres projets qui avancent plus vite parce que j'en suis aux corrections. Donc voilà, prenez le temps qu'il vous faut. Ouais, et puis je pense que c'est une bonne, en tout cas un bon angle de vue parce que souvent, tu as parlé de prendre du recul. C'est hyper important pour moi, c'est même ce temps-là qui compte, je trouve, et qui résout plus de problèmes qu'une phase de correction, puis une autre, puis une autre. Je l'ai beaucoup constaté pour ma part et effectivement, parfois c'est juste le temps qui va apporter les meilleures réponses parce que l'idée va continuer à travailler chez nous. Tout à fait. Et c'est vrai que finalement, parfois, on se met un peu la pression à se dire qu'on va tout terminer les corrections sur tel projet pour passer à autre chose. Je trouve en tout cas que c'est intéressant de se dire que ça, toi, tu jongles entre les projets pour aussi te laisser le temps de trouver, de résoudre des soucis ou de trouver de nouvelles idées. Oui, tout à fait. Souvent, il me faut du temps. Par exemple, je sais que le tome 3 de Porcelame, il va sortir en 2023, fin 2023. Et le premier jet, je l'ai terminé en 2021. Je crois que je l'ai commencé en 2019. Ça veut dire qu'entre le moment où il va sortir et le moment où j'aurai commencé à l'écrire, il y aura eu 3-4 ans de réflexion et de maturation et de correction successives sur ce roman. Donc, ça me laisse le temps de laisser l'histoire maturer dans ma tête et s'approfondir. Je ne pourrais pas arriver au même résultat si je faisais tout d'un coup en 1 an. Voilà. Et j'aime beaucoup que tu nous partages toutes ces durées-là parce que je trouve aussi que ça permet aux auteurs de trouver des moyens de comparaison. Bon, alors effectivement, on connaît des auteurs qui écrivent bien plus rapidement, Oui.
On n'est pas obligé pour autant d'écrire 50 000 mots en un mois comme pour le NaNoWriMo là, pour être un vrai auteur, en fait, ça n'existe pas. Et on peut écrire lentement parce qu'on a en plus un métier à côté, et qu'on a d'autres projets, etc. Et c'est OK, et ça ne fait pas de nous un moins bon écrivain, bien sûr. Pas du tout. Je pense qu'il faut prendre le temps dont on a besoin. Il faut avoir conscience aussi qu'il y a beaucoup d'auteurs qui écrivent en ayant plus de temps que nous. Donc, quand on a plus de temps, naturellement, les projets avancent plus vite. Et puis, il faut avoir conscience aussi que des fois, il y a des projets qui sont des projets de commande et où, dans ce cas-là, l'auteur, il n'est pas du tout dans la même démarche. Quand il s'agit d'une adaptation d'une bande dessinée ou bien que l'auteur a fait valider un synopsis par un éditeur et qu'il s'agit de rédiger le synopsis, c'est pas du tout la même démarche que lorsqu'on part à l'aventure avec un roman qu'on écrit tout seul pour soi. Voilà. Donc, choisissez ce qui vous convient, faites ce qui vous plaît. Et c'est vrai que la comparaison peut être intéressante, mais elle ne doit pas être une source de découragement. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, et je trouve que c'est assez difficile en plus, parce que malgré tout, on est des auteurs qui en lisent d'autres et qui en voient plein d'autres autour d'eux. Et quand on va dans un salon comme celui des Imaginales dont tu as parlé, il y a plein d'auteurs de l'imaginaire partout. C'est pas forcément facile d'avoir confiance en soi en tant qu'auteur et en son peut-être avenir d'auteur. Je me souviens que tu étais intervenue sur J'écris un roman il y a quelques années maintenant pour nous parler un peu de la confiance en soi quand on est un auteur. Est-ce qu'elle a évolué, la tienne, depuis? Sur certains points, oui. C'est-à-dire que j'ai réalisé que de l'extérieur, ce qui paraissait facile, en fait, c'était pas facile et c'était facile pour personne. Et j'ai réalisé que des auteurs que je trouvais super forts et que j'admire encore rencontrent exactement les mêmes difficultés que moi et que j'ai toujours rencontrées. En fait, la confiance, c'est savoir que la difficulté existe, qu'on va la surmonter, qu'on en est capable. Et j'ai appris que j'en étais capable. C'est la confiance en moi que j'ai développée de plus en plus, c'est-à-dire que je sais que je vais y arriver. Je sais bien que ça va être difficile et que je vais traverser des moments de découragement et que je vais aller pleurer sur les épaules de toutes mes copines en hurlant que ce roman est une merde horrible et que vraiment jamais aucun éditeur voudra de lui, etc. Mais je sais que je vais y arriver en fait. Moi aussi, vous allez y arriver. Voilà, si vous avez quelques doutes, Célia vous le dit. Et Célia, elle en connaît quelque chose, des montagnes à gravir avec des Voilà. obstacles partout. Amusez-vous et vous allez y arriver. Yes, merci Célia pour tout ça. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta prochaine sortie, du coup, Oui. le tome 2 de Porcelaine? Oui, alors le tome 2 de Porcelaine se place dans le clan du Phénix et il va sortir le 26 octobre. Et cette fois, il s'agit moins d'escalader une montagne que de se jeter du haut de la montagne en espérant voler. Donc, j'espère que vous continuerez à explorer cet univers et qu'il vous plaira autant que moi. Voilà. J'ai personnellement très hâte de le lire. Merci. Est-ce que pour finir, tu aurais alors on en a déjà beaucoup parlé, tu as déjà donné de nombreux conseils pour les auteurs en herbe. Est-ce que tu en aurais un qui te viendrait là pour terminer cet épisode? Alors, moi, j'ai envie de dire, amusez-vous. C'est-à-dire que dans tous les moments difficiles dont on vient de parler, que tout le monde traverse, et souvent on oublie que ce qui nous pousse à écrire, c'est de nous amuser, et que c'est agréable, et que c'est plaisant. Et dans les moments où je me suis vraiment auto-descendu en mode de toute façon, ce que tu écris, c'est pas assez bon, tu vendras jamais rien, personne te connaît, puis à quoi bon y passer tant de temps, etc. L'étincelle qui m'a toujours fait reprendre la plume, c'est de me dire, c'est pas grave, ça me plaît, c'est amusant, ça rend ma vie plus riche et plus intéressante. Donc, je le fais sans forcément avoir une recherche en termes de notoriété, nombre de ventes, statut. Je le fais parce que ça m'amuse. Et ça, c'est quelque chose que aucun revers de situation pourra vous enlever. Écrivez
pour vous amuser. Merci beaucoup Célia pour ce rappel qui fait beaucoup de bien, je pense. Je mettrai donc dans les notes du podcast le lien pour trouver le tome 2 de Porcelaine, mais également tes autres livres et ton compte Instagram où tu nous partages tes aventures d'autrice. À bientôt au Café des Auteurs. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te propose de rejoindre la communauté J'écris un roman sur Discord. Tu trouveras le lien dans les notes du podcast pour rencontrer des collègues écrivains, recevoir des avis sur tes extraits ou encore participer aux sessions d'écriture collective toutes les semaines. À bientôt au Café des Auteurs.